concept humanitaire. Comprendre les principes et valeurs pour mieux servir l'humanité, car ils sont des boussoles qui guident l'action et transforment des vies. Concept humanitaire. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Concept humanitaire, l'émission qui décrypte les valeurs, les principes et les enjeux du monde humanitaire. Ici sur la radio Humanité et Développement, chaque semaine nous ouvrons ensemble un espace de réflexion et de dialogue autour des principes et concepts qui fondent et guident l'action humanitaire. Car l'humanitaire, comme nous aimons le rappeler, n'est pas seulement l'affaire des organisations ou des spécialistes, il nous concerne toutes et tous. Il touche directement nos vies, nos communautés et notre avenir commun. Comprendre et partager ces valeurs, c'est déjà agir pour la solidarité et la dignité humaine. Ce soir, nous parlerons d'un sujet au cœur même de cette action, le langage humanitaire. Parce que les mots ont du poids, parce qu'ils peuvent protéger ou exposer, il est essentiel de savoir les choisir avec justesse, de manier le vocabulaire humanitaire avec neutralité, respect et sens de la protection. Quels mots employer, lesquels éviter, comment parler des crises sans stigmatiser, sans trahir la souffrance, ni compromettre la sécurité des personnes affectées. Pour nous éclairer sur ces questions, nous avons le plaisir de recevoir, comme toujours, dans cette émission, M. Moussa Diallo, président de l'ONG AMSOD. M. Diallo, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Bouéré. M. Diallo, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, le plaisir est toujours partagé. Merci. Alors, M. Diallo, nous débutons. Juste après avoir abordé les principes humanitaires, vous avez choisi de consacrer cette émission au langage humanitaire. Pourquoi ce choix? Et surtout, en quoi le langage humanitaire est-il essentiel dans la compréhension de l'action humanitaire? Merci beaucoup pour cette question. Je voudrais d'abord saluer l'ensemble des auditeurs et des auditrices qui écoutent la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire et la voix des humanitaires au service des communautés. Tous ceux qui ont décidé en tout cas de se former, de s'informer à travers cette émission Concept humanitaire. Je vous dis bonsoir et bienvenue également aussi dans cette nouvelle émission. Alors, pour revenir à votre question, et effectivement, nous avons vu au cours des 4 dernières émissions les principes humanitaires. Et après les principes humanitaires, il me semble important de toucher également aussi un point essentiel qui rime certainement aussi avec les principes humanitaires, notamment les différents concepts à utiliser et à éviter lorsque nous faisons une communication humanitaire. Et de nos jours, très souvent, qui ne tombe pas sur un reportage, qui ne tombe pas sur une communication, sur un documentaire dans le monde humanitaire. Vous avez beaucoup de nos journalistes, beaucoup de nos reporters, très souvent on se rend compte que dans les documentaires, dans les rapports qui sont partagés, souvent les mots sont utilisés à tort et à travers. Les concepts sont utilisés à tort et à travers. Et dans les différents rapports également des acteurs humanitaires, dans les différentes propositions également de projets de certains acteurs humanitaires également, on voit également aussi certains mots ou certains concepts qui sont utilisés souvent au mauvais endroit ou qui prêtent également aussi à confusion. Et donc aussi pour nos jeunes auditeurs, pour la jeunesse, pour les personnes qui veulent également s'intéresser à l'action humanitaire, il me semble important aujourd'hui donc de discuter des différents concepts que normalement on doit utiliser ou bien qu'on doit éviter. Pour dire tout simplement que les principes humanitaires que nous avons déjà vus fournissent en réalité les bases fondamentales de l'action humanitaire, comme nous avons en tout cas discuté donc de tous ces principes-là. Et il est important aujourd'hui que le langage qui est utilisé soit un langage adapté pour traduire également aussi en engagement le respect, donc justement donc de tous ces principes que nous avons vus en termes de neutralité, d'indépendance, d'impartialité et d'humanité. Et donc les terminologies en réalité, comme vous l'avez dit, ce sont des expressions qui sont très souvent régulièrement utilisées par la communauté humanitaire elle-même, mais aussi également aussi par ceux et celles qui s'intéressent également aussi à la communauté humanitaire. Et donc, dans les
différents rapports de routine, que ce soit les rapports internes ou bien les rapports publics. Il est important aujourd'hui donc de tenir compte de certains concepts à ne pas utiliser ou bien à utiliser. Et comme vous l'avez dit, dans un contexte volatile peut souvent amener également aussi à des confusions ou bien à des interprétations. Et donc aujourd'hui, il me semble important donc de discuter donc de ces concepts-là. Vous savez, Monsieur Bourré, le langage humanitaire est bien plus qu'un outil de communication. Donc, cela veut dire tout simplement que vous posez une question importante, parce que qui parle de communication humanitaire, c'est une arme en réalité de protection. Et les mots que nous utilisons, les mots que nous choisissons en réalité, sans le savoir ou sans le vouloir, peuvent avoir un impact sur les communautés. Vous savez, en communication, vous êtes spécialiste en communication mieux que moi. On dit que le message, ce n'est pas ce qu'on dit, le message, c'est ce qui est réussi. Et donc, bien entendu, ce que nous disons, les mots que nous utilisons, les concepts que nous utilisons, comment est-ce que ces concepts-là, ces mots-là sont perçus par notre auditoire. Donc, nous devons faire extrêmement attention à ces mots que nous utilisons. Par exemple, très souvent, on entend les victimes. Les gens parlent des victimes de conflits, nous sommes victimes de déplacements, même dans des rapports souvent officiels ou bien dans des documentaires, comme je les disais tantôt, officiels, on entend les victimes de la crise, les victimes de la crise. Et pourtant, c'est un concept en réalité qu'on ne doit pas utiliser. Plutôt que parler des victimes, il faut utiliser le mot bénéficiaire. C'est les mêmes mots que nous allons utiliser pour désigner la même personne, mais la façon dont ce message-là ou ce concept-là est perçu peut en donner une connotation qui va stigmatiser ou qui va être mal perçu donc par la personne donc que nous désignons. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui je pense qu'il est extrêmement important donc de maîtriser donc les différents langages ou les différents concepts en fait qu'il faut utiliser lorsque nous sommes professionnels de l'humanitaire. Quels sont les mots qu'on doit utiliser, quels sont les mots qu'on ne doit pas utiliser, quels sont les concepts qu'on ne doit pas utiliser, c'est extrêmement important. Monsieur Diallo, ce que vous venez de dire est très important. Et comme je le dis à chaque fois, cette émission véritablement va contribuer à éduquer les auditeurs sur tout ce qui est humanitaire. Alors, Monsieur Diallo, nous savons que le principe fondamental de l'humanitaire, c'est le do no harm, ne pas nuire. Comment les mots peuvent-ils eux aussi nuire s'ils sont mal utilisés, surtout dans le contexte humanitaire? De façon concrète, pouvez-vous nous donner un exemple? Vous avez déjà commencé avec le mot victime. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que l'on peut avoir où quand les mots sont mal utilisés, ils peuvent contribuer à envenimer la situation? Vous savez, et ça c'est de façon générale, dans la vie de tous les jours. Les mots que nous utilisons peuvent blesser, peuvent diviser, voire même mettre en danger. Par exemple, qualifier à tort ou à travers d'une population d'alliés, par exemple, à un groupe armé dans un rapport, peut provoquer effectivement donc des représailles. Et pourtant, c'est de bonne foi. Et donc, c'est pourquoi je disais tantôt que il est extrêmement important donc de maîtriser ce que nous disons. Je me rappelle en 2016 au Nigeria, pour prendre l'exemple du Nigeria, même si c'est loin de nous, en 2016, il y a une ONG a dû suspendre ses activités après avoir utilisé dans un communiqué un terme en fait qui est perçu comme accusatoire envers la communauté. Et à cause donc justement donc de l'utilisation de cette terminologie que je ne dirai pas ici parce que c'est quand même mal perçu, ça peut être mal perçu. Cette ONG a été suspendue ou bien a dit suspendre donc ses activités. Donc voyez-vous tout l'impact que cela peut avoir et là c'est les conséquences c'est quoi? C'est que c'est des milliers de personnes qui n'ont plus droit à l'assistance, tout simplement parce que quelqu'un a mal communiqué. Et donc la règle de base, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous sommes arrivés à décrire des situations, que ce soit par exemple des incidents ou bien des situations à l'écrit ou à l'oral, il est très important de rester neutre. Il est très très important de rester neutre et de rester factuel. Nous avons parlé effectivement du principe de neutralité, c'est-à-dire utiliser des termes qui décrivent ou qui caractérisent les acteurs concernés par exemple par un événement. Cela peut transparaître
nos sentiments. Cela peut faire sortir en tout cas nos positions et peut-être mettre à mal notre position donc de neutralité en tant qu'acteur humanitaire et même d'impartialité vis-à-vis des parties au conflit. Donc les mots doivent être choisis pour éviter tout jugement de valeur, tout mot dont la définition est controversée ou bien qui a une connotation politique ou bien une connotation militaire. Il faut par ailleurs éviter d'utiliser l'utilisation imprécise des mots du registre émotionnel pour décrire ce qui est arrivé aux populations affectées. Autrement dit, nous devrons avoir véritablement une culture humanitaire, avoir une base humanitaire. On se lève pas d'un jour pour faire un reportage sur une situation humanitaire. On se lève pas d'un jour pour faire un communiqué sur un événement ou bien sur une situation donc de conflit. Pour parler d'exemple comme vous avez demandé, si nous prenons par exemple une situation de conflit, et nous savons que pratiquement l'une des raisons pour lesquelles les organisations humanitaires interviennent dans un pays, c'est lorsqu'il y a une situation de crise humanitaire. Et une situation de crise humanitaire peut être provoquée soit par une catastrophe naturelle, ou bien par une situation de conflit, un conflit armé, c'est-à-dire donc une opposition entre des groupes armés. On doit faire des rapports, on doit faire des études, on doit faire des évaluations, on doit faire des communications pour décrire un peu les contextes dans lesquels, par exemple, l'organisation doit intervenir. À ce titre, les terminologies à utiliser et qui sont acceptées, par exemple, on peut décrire une situation comme des violences. On parle des violences qui se sont déroulées, ou bien des affrontements des groupes armés, ou bien un conflit armé, ou bien un combat, ou bien des hostilités. Ça, c'est des terminologies qu'il faut utiliser. Il ne faut jamais, par exemple, utiliser des terminologies telles que les conflits sectaires. En humanitaire, on ne parle pas de conflits sectaires. Plutôt que de parler de conflits sectaires, il faut parler de violence. Plutôt que de parler, par exemple, de conflits religieux, ou bien de conflits ethniques, ou bien du djihad, ou bien de la rébellion, ou bien de la lutte contre le terrorisme, ou bien de la libération, ou bien, par exemple, le terrorisme ou contre-terrorisme, c'est des terminologies donc qu'on ne doit pas utiliser dans le monde humanitaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque nous prenons le terrorisme, par exemple, ou l'extrémisme violent, ou d'autres termes qui sont assimilés donc à ces terminologies-là, en réalité, ces terminologies décrivent une partie au conflit en termes politisés ou bien militarisés. Ces terminologies, en réalité, doivent être évitées pour assurer la nature neutre et l'impartiale de l'action humanitaire. Vous voyez? Donc, c'est extrêmement important de maîtriser en tout cas ces terminologies-là. Donc, Monsieur Diallo, dans les zones de conflit, on entend souvent parler de mots comme rebelle, djihadiste, terroriste ou insurgé. Or, ces termes sont déconseillés dans le langage humanitaire. Dites-nous, Monsieur Diallo, pourquoi faut-il les éviter et quels sont les mots plus neutres et appropriés dans ce contexte? C'est une question importante toujours, vous posez des questions importantes. Ah, ça fait plaisir, Monsieur Diallo. Alors, effectivement, lorsque nous jetons un regard sur les différents documents, les rapports de projets, les études, les évaluations qui sont réalisées, les documentaires qui sont produits, effectivement, on est amené souvent à tomber sur ce genre de mots ou de concepts qui sont souvent utilisés dans ces différents documents et autres là. Et bien entendu, ces mots sont utilisés en réalité par ignorance. Parce que pour ceux qui sont dans l'humanité, ils savent que il y a des concepts spécifiques donc qu'il faut utiliser. Des termes comme conflit sectaire ou bien des conflits religieux en réalité ne sont pas à utiliser lorsque nous décrivons une situation similaire, ou bien des termes comme lutte contre le terrorisme, des termes comme la libération ou l'insurrection par exemple, qui est un mot aussi très courant. En réalité, ce sont des terminologies qui ne sont pas en phase avec l'humanitaire, avec la casquette de l'humanitaire. Et donc, pour décrire en réalité ces genres de situations, qu'est-ce qu'il faut dire? Et donc, c'est extrêmement important de savoir que lorsque nous voulons décrire
des conflits qui, par exemple, sont des conflits qui peuvent épouser deux ethnies ou des religions ou bien des communautés, nous allons parler tout simplement de violence. Ou bien nous allons tout simplement parler d'affrontement ou un conflit armé. Et lorsqu'on parle de conflits armés, en réalité, on est en fait dans une description d'une situation d'opposition qui peut être des groupes armés, qui peut être des communautés qui utilisent des armes, mais sans en fait perdre le statut de neutralité, d'impartialité, à ne pas prononcer donc cette terminologie-là. Et donc on va pas utiliser des mots comme conflit religieux ou bien conflit ethnique ou bien djihad. On va utiliser par exemple, comme je l'ai dit, conflit armé. Ou bien on va utiliser des termes comme des combats ou des hostilités qui opposent en fait des groupes armés sans pour autant décrire ou nommer ces différents groupes armés. Donc, Monsieur Diallo, si je comprends bien, ça veut dire que les personnes qui n'ont pas d'informations par rapport à tout ce qui est humanitaire, qui ne sont pas informées de ces faits-là et qui utilisent comme ils veulent les différents concepts, ça veut dire que ces personnes contribuent à envenimer la situation. Je ne dirais pas envenimer la situation parce que l'intention ce n'est pas d'envenimer la situation, mais comme je le dis, c'est une utilisation abusive, c'est une utilisation sans savoir, sans connaissance en fait de cette terminologie. Vous l'avez dit, hein, généralement par exemple quand nous prenons les médias, les termes généralement utilisés par les médias, c'est terroriste, c'est des termes comme rebelle, c'est des termes comme insurgé par exemple, mais je ne pense pas que c'est dans l'objectif d'envenimer une situation, mais je pense surtout que c'est par manque de formation ou de connaissance en fait des terminologies et des concepts qui cadrent surtout avec l'humanitaire. Monsieur Diallo, quand je vous écoute, moi ça me fait énormément peur et je me dis qu'on ne doit pas prendre la chose à la légère. Donc, est-ce les communicants, nous journalistes, nous devons aller vers les humanitaires ou est-ce aux humanitaires d'aller vers les journalistes pour expliquer l'importance de ces concepts-là afin que les communautés elles-mêmes ne se disent pas qu'on parle mal de nous? Oui, je pense que chacun a son rôle à jouer. Hein. Les acteurs humanitaires devraient, par exemple, mieux communiquer sur ces différents concepts-là, avoir des glossaires spécifiques qui expliquent clairement quelles sont les terminologies humanitaires, mais également aussi les journalistes, les médias ou ceux qui sont intéressés par la production des articles ou des produits humanitaires devraient aller aussi à la formation humanitaire de l'école humanitaire pour mieux utiliser les jargons donc humanitaires. Et donc chacun a son rôle à jouer, je pense, dans ce sens-là. Donc la responsabilité quelque part est partagée. Elle est partagée par rapport à la personne qui veut communiquer, par rapport à la personne qui veut parler, qui veut traiter, le journaliste qui veut traiter une question humanitaire. Donc, Monsieur Diallo, on a bien compris tout ce que vous avez dit et sincèrement, c'est très important pour les auditeurs et comme je l'ai dit, ça va véritablement contribuer à leur éducation humanitaire, leur permettre de comprendre les concepts. Maintenant, nous allons parler de différents points. Si nous prenons par exemple les populations, et on utilise souvent des expressions comme les victimes, les déplacés, les sans défense ou les sinistrés. Mais ces mots peuvent enfermer les gens dans une image de faiblesse. Comment les humanitaires parlent-ils aujourd'hui des personnes affectées par les crises pour permettre aux communautés et à nos auditeurs surtout de comprendre véritablement? Alors, c'est effectivement pour décrire les personnes qui sont généralement affectées par des conflits, donc nous allons utiliser par exemple des terminologies comme déplacement forcé. Et lorsqu'on parle de déplacement forcé, en réalité, on fait référence à une situation de déplacement soudain. Un déplacement soudain par une population dans une zone donnée. Ce déplacement est fait à la suite d'une menace qui est liée par exemple à une violence. Vous voyez là, je dis une violence. Je ne dis pas qu'il y a un groupe armé ou bien on dit, pour décrire cette situation, on va utiliser, comme je l'ai dit, le mot violence. Et donc, ce déplacement est lié à une violence, ou bien à une persécution, ou bien à une catastrophe naturelle, ou bien à un conflit tout court. Le déplacement forcé, ça concerne toute personne, qu'elle soit réfugiée, qu'elle soit déplacée interne, IDP, qu'elle soit migrant, qu'elle soit une personne qui est retournée. Donc, toute personne qui s'est déplacé suite à un conflit, suite à une catastrophe naturelle, suite à une violence, est considérée comme une personne en situation de déplacement
forcés. Pour décrire l'ensemble donc de ces groupes cibles-là, on va parler donc tout simplement des personnes en situation de déplacement forcé. Alors, Monsieur Diallo, toujours dans la même dynamique, on dit que le langage humanitaire déconseille aussi l'emploi de mots comme tragédie, pathétique, déchirant. Pourquoi cette retenue est-elle nécessaire? Merci beaucoup pour la question. Généralement, effectivement, des mots comme tragédie ou déchirant, effectivement, ne sont pas admis. Parce que tout simplement, l'émotion, en fait, ne doit pas remplacer la précision. Et il faut employer des termes comme dramatique peut influencer, en fait, le jugement ou la hiérarchie des souffrances. Parler, par exemple, d'une crise humanitaire majeure suffit. Sans tomber, en fait, dans le sensationnalisme. Les ONG, en réalité, doivent informer et pas choquer. Notre rôle, c'est d'informer, c'est de donner une situation, décrire une situation qui peut être une situation chaotique sans aussi choquer, en fait, les auditeurs ou bien les personnes qui nous lisent ou bien qui nous écoutent, ou bien qui nous regardent à la télé. On n'est pas à la recherche du buzz. On n'est pas à la recherche du buzz, effectivement. Et d'ailleurs, le principe n'est pas nuire voudrait dire aussi que les actions que nous portons ne devraient pas aussi porter préjudice aux populations. Et mettre un enfant nu, voilà, devant le regard du monde entier, c'est ne pas respecter la dignité donc de la personne. Et donc, les mots que nous allons utiliser pour décrire une situation, c'est vrai qu'il faut utiliser par exemple des terminologies qui peuvent amener une prise de conscience pour apporter de l'assistance, mais sans pour autant aussi dénigrer ou porter atteinte en fait à la dignité des personnes. Ce qui est souvent très difficile parce que qui parle d'émotion parle également d'une situation difficilement aussi donc maîtrisable. Alors, Monsieur Diallo, ce que vous dites est tellement important que moi, ça me rappelle carrément mes cours de communication où on dit en communication, il faut faire énormément attention. Donc, en communication humanitaire, il faut donc faire doublement attention. Absolument, parce que vous pouvez aider quelqu'un sans humilier la personne. Il faut faire extrêmement attention aux mots que nous utilisons pour décrire les personnes qui sont affectées par les conflits, à ne pas porter atteinte à leur dignité, à ne pas porter atteinte à la protection en tant que telle. Il faut décrire, comme je l'ai dit, une situation sans pour autant aussi mettre en danger ou bien porter atteinte vraiment à la dignité des personnes. Monsieur Diallo, on entend souvent parler de déplacés, expulsés, rapatriés, réfugiés. Mais en droit humanitaire, chacun de ces mots a un sens précis. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre une évacuation, un déplacement forcé, une expulsion et un refoulement? Merci beaucoup pour cette question-là. Je pense qu'il va véritablement nous permettre aussi donc de faire la différence lorsque nous utilisons en tout cas ces différents concepts-là. Vous avez parlé de réfugiés, de déplacés, d'expulsion, tout ça. Déjà, je tombe sur le net, je tombe dans des documents qui sont souvent produits par des journalistes qui veulent bien faire, par exemple, des reportages à Faladié, à Sénou, sur des situations de personnes déplacées internes dans ces différents sites-là, mais qui confondent en réalité qui est réfugié, qui est déplacé. On utilise par exemple des termes, les camps de réfugiés de Faladié. Les camps de réfugiés de Faladié, ça n'existe pas. C'est un avis de langage. Parce que un déplacé, c'est une personne qui s'est déplacée à l'intérieur de son pays sans pour autant traverser une frontière. Donc, une personne qui quitte Mopti à cause de l'insécurité ou des violences pour venir à Bamako n'est pas un réfugié, c'est une personne déplacée interne. Et les déplacés eux-mêmes te disent je suis un réfugié du Nord. En fait, ça n'existe pas. On ne dit pas un réfugié du Nord, ça n'existe pas. Donc, ce sont des déplacés parce que c'est des personnes en fait qui ont laissé leur lieu de résidence habituel à cause des conflits, à cause des violences, pour venir trouver protection, pour venir trouver la réintégration dans un autre endroit à l'intérieur de leur propre pays. Ces personnes sont appelées les personnes déplacées internes. Dès que le déplacement se fait dans le même pays, d'une ville à une autre ville, c'est des déplacés internes. C'est des déplacés internes. Excellent. Et pour des raisons de conflit. Mais une personne qui se déplace sans motif, par exemple, vous quittez Bamako pour partir à Mopti pour
vos business, vous n'êtes pas un déplacé interne. Non. Donc, non. il faut obligatoirement que la notion de violence, de conflit ou des raisons d'insécurité viennent en fait pour motiver le départ de cette personne-là de son lieu de résidence habituel pour venir dans un autre endroit à l'intérieur de son propre territoire. Il faut que ces déplacements soient justifiés par des raisons d'insécurité, de violence ou tout autre qui explique ces déplacements. Exactement. Et donc, si les conditions normales sont réunies, la personne peut souhaiter retourner dans son lieu de résidence habituel. En ce moment, on parle de retourner. Mais revenons à la question, à la terminologie réfugié. Vous connaissez un réfugié, M. Bourré? Oui. C'est quoi un réfugié? Alors, je pense qu'un réfugié, c'est tout aussi quelqu'un qui quitte son pays, qui traverse une frontière pour venir dans un autre pays, mais toujours pour des mêmes raisons, parce que il y a des raisons d'insécurité, il y a des raisons de violence, pour des problèmes politiques, la personne ne peut plus rester chez lui, donc la personne est obligée de quitter son pays pour un autre pays, donc la personne cherche protection dans ce pays-là, on le considère comme étant un réfugié. Exactement. C'est une définition très correcte. Lorsqu'on parle de réfugiés, on parle d'une personne, en réalité, qui a fui son pays d'origine, qui a traversé une frontière pour des raisons de sécurité, pour des raisons politiques, ou toute autre raison, en fait, pour lesquelles, donc, il ne peut pas rester, il ne peut pas trouver la protection au sein de son pays et décide de venir chercher une protection, dans un autre pays, qu'on appelle donc le pays d'accueil. Et donc ces personnes-là, pour pouvoir avoir les statuts de réfugiés, et parce que lorsque vous vous déplacez, ce qu'il faut savoir, vous n'êtes pas réfugié systématiquement. Lorsque vous traversez la frontière, vous êtes demandeur d'asile. Vous n'êtes pas réfugié. Vous êtes un demandeur d'asile. Donc c'est la précision que je voudrais apporter. Il faut maintenant que l'État dans lequel vous êtes vous accorde le statut de réfugié à travers des enquêtes, à travers des structures destinées donc à cela. Ils vont faire les évaluations, les enquêtes, ils vont vous écouter et en fait ils vont faire ce qu'on appelle la détermination du statut de réfugié et vous donnent maintenant la carte de réfugié. En ce moment maintenant vous devenez réfugié. Vous avez parlé par exemple de refoulement ou d'expulsion. Ce qu'il faut savoir, que ces deux terminologies sont utilisées de manière différente. Le refoulement en réalité est spécifique aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. Lorsqu'on parle de refoulement, ça s'adresse uniquement aux réfugiés et aux demandeurs d'asile, tandis que lorsqu'on parle d'expulsion, et cela se trouve sa justification en droit national. Et donc les conventions, y compris aussi les conventions qui sont adoptées par les pays. Ça veut dire quoi? Le pays va utiliser le droit national pour justifier l'expulsion, également aussi les conventions internationales adoptées également aussi pour pouvoir donc justifier. Il y a des implications effectivement juridiques lorsqu'on parle donc d'expulsion et de refoulement. Et quand nous prenons par exemple les demandeurs d'asile, le principe de non-refoulement va se produire lorsque les demandeurs d'asile en réalité sont rejetés à la frontière alors qu'ils n'ont pas la possibilité de demander l'asile dans un autre pays. Monsieur Diallo, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On apprend énormément avec vous et je suis certain que c'est la même chose véritablement pour tous ceux qui nous écoutent. Alors, Monsieur Diallo, toujours dans la même dynamique, quand on parle de retour, à quel moment peut-on dire qu'il s'agit d'un retour volontaire? Quelles sont les conditions pour qu'un retour soit considéré comme sûr et digne? Qu'est-ce que le retour volontaire? Définissons d'abord le retour volontaire. On parle d'un retour volontaire lorsque ce retour-là est fondé sur une décision libre, une décision informée et dans les conditions de sûreté et de dignité. Et donc, le retour volontaire en réalité vient être un peu le contraire du refoulement. Le refoulement, comme nous l'avons vu, il s'agit donc de faire en sorte que donc les demandeurs d'asile ou les réfugiés ne puissent pas être acceptés, puissent être rejetés hors des frontières, alors que on parle de retour volontaire lorsque la personne elle-même décide de retourner dans son pays d'origine en toute connaissance de cause. C'est pourquoi on parle d'une décision informée, en toute connaissance de cause et de façon libre. Autrement dit, on n'a pas contraint la personne donc à
retourner, et aussi dans des conditions de sûreté et de dignité. Ça veut dire quoi? Et on a créé les conditions pour que la personne retourne en toute sécurité tout au long du trajet, mais également puisse retrouver également aussi des conditions dans le pays d'origine dans lequel donc il retourne, donc qu'il puisse être bien avoir les conditions nécessaires. Et donc la notion de retour invoque en fait un environnement propice, un environnement plus safe, plus sécurisé, et également aussi ce qu'il faut noter, c'est que le caractère du retour volontaire permet en fait que les mouvements de quelqu'un jusqu'à son lieu d'origine, c'est-à-dire par exemple pour les personnes déplacées internes ou bien un réfugié pour le pays d'origine. Il s'agit en réalité, ça fait partie de ce que nous appelons les solutions durables pour les personnes qui sont déplacées. Créer les conditions, les conditions pour que ces retours-là puissent favoriser leur retour volontaire. Et donc, il convient en fait de parler donc des mouvements vers les zones non propices pour le retour. Alors, merci beaucoup, Monsieur Diallo. On parle aussi de solutions durables pour les personnes déplacées ou réfugiées. Pouvez-vous nous rappeler les principales solutions reconnues par les humanitaires? Aujourd'hui, déjà, ce qu'il faut noter, c'est que par rapport aux solutions durables, il y a diverses actions donc, qui sont en train d'être menées, parce que le gouvernement également aussi apporte un œil particulier, une importance particulière à la question des solutions durables. Et c'est pourquoi d'ailleurs un groupe de travail solutions durables a été mis en place sous le leadership du ministère de la Santé et du Développement social. Et ces groupes de solutions durables travaillent également à travers un plan d'action qui a été validé et qui permet donc aussi de faire en sorte que nous puissions avoir des actions concertées, des actions intégrées et qui permettent une réponse plus durable, une réponse plus efficace aux personnes qui sont affectées. Et lorsque nous parlons de solutions durables pour les personnes déplacées, il faut savoir que cette solution en fait est atteinte lorsque les personnes déplacées n'ont plus besoin d'assistance et de protection spécifiques qui sont liées à leur déplacement. Ces personnes, en réalité, devraient être dans une situation où elles peuvent jouir de leurs droits sans discrimination résultant de leur déplacement, ou bien une solution, en fait, qui peut être atteinte grâce à un retour ou bien à une réintégration durable dans le lieu d'origine. L'intégration dans la zone où les personnes en fait déplacées internes ont trouvé refuge et également aussi une réinstallation dans un autre pays. Et donc une solution durable pour les personnes déplacées, on parle de solution durable lorsque les personnes en fait qui sont déplacées n'ont plus besoin d'assistance et de protection spécifique. Vous comprenez que en fait c'est extrêmement important parce que nous ne sommes plus en fait dans l'urgence humanitaire, puisque les conditions en fait qui ont fait que la personne a fait un déplacement, ces conditions-là sont réunies et cette personne donc n'a plus besoin d'une assistance pour survivre. Et donc les solutions durables aujourd'hui donc constituent en réalité une réponse efficace, une réponse plus adaptée au déplacement forcé quand nous savons que nous avons des personnes qui sont déplacées depuis il y a plus de 10 ans et qui se trouvent à Bamako, qui se trouvent à Mopti, qui se trouvent à Gao et qui continuent également aussi à être dans des situations donc de besoin. Alors, dans quelles conditions on parle de solutions durables? Quels sont les éléments en fait qui doivent être réunis pour parler donc de solutions durables? On parle de solutions durables lorsque 3 conditions sont réunies. La première condition, c'est que un retour ou bien une réintégration durable dans le lieu d'origine. Autrement dit, il faudra que les conditions soient réunies et que la personne qui retourne dans son lieu d'origine, une personne qui est à Mopti, qui s'est déplacée ici à Bamako, ou bien un réfugié qui a quitté un autre pays pour venir, il faut que cette personne-là puisse avoir l'ensemble des conditions dans son lieu d'origine pour pouvoir être réintégrée au niveau donc de son lieu d'origine. Et là maintenant, on parle donc de la réintégration durable à travers, par exemple, une activité génératrice de revenus, à travers, en tout cas, les moyens ou les conditions qui vont permettre à cette personne-là de ne plus être dans le besoin ou de ne plus être dans une situation d'urgence humanitaire. La deuxième des conditions, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de solutions durables lorsque l'intégration locale dans la zone où les personnes déplacées ont trouvé refuge. Autrement dit, les personnes peuvent décider de ne pas retourner dans leur lieu d'origine. Il faut que également dans leur lieu d'accueil, que les conditions également aussi soient réunies pour leur intégration
locales dans le lieu qui les accueille. Par exemple, les déplacés qui sont des Moptis qui sont à Faladier, on peut parler de solutions durables lorsque ces personnes, nous allons les appuyer, nous allons les aider, nous allons créer toutes les conditions pour permettre à ces personnes-là qui ne veulent plus, par exemple, retourner, soit réintégrer dans les tissus socio-économiques au niveau de Bamako, et pour que ces personnes-là puissent ne plus être dans une situation d'urgence. Et également, la dernière des solutions durables, c'est ce qu'on appelle la réinstallation ou l'intégration durable dans un autre pays. Et ça, c'est l'une des solutions durables que, par exemple, le HR offre pour les réfugiés ou bien pour des réfugiés qui sont, par exemple, dans des situations de protection, qui ne peuvent pas rester, par exemple, dans le pays qui les accueille. Et donc, on va trouver maintenant la réinstallation vers d'autres pays, comme la France, comme les États-Unis, comme le Canada, ou d'autres pays scandinaves, par exemple, qui peuvent les recevoir. Ça peut être pour des raisons médicales, ça peut être pour des raisons juste d'intégration, ou pour des raisons d'études. Voilà. Et donc, l'une des solutions également, donc, c'est de pouvoir trouver les voies et moyens nécessaires de trouver des pays qui peuvent recevoir également aussi, donc, ces personnes-là, tout en créant également aussi les conditions nécessaires pour que ces pays-là qui les reçoivent là également puissent les offrir la protection, puissent les offrir également les solutions durables. Monsieur Diallo, c'est très très intéressant véritablement. Très intéressant et très important pour nos auditeurs qui, je suis certain, apprennent énormément de cette émission Concept humanitaire. Mais Monsieur Diallo, vu la sensibilité de cette communication humanitaire, comment les journalistes et les communicateurs humanitaires peuvent-ils travailler main dans la main pour informer sans stigmatiser et surtout sans mettre les civils en danger? Je pense que c'est encore là une question importante. Vous savez, toute collaboration doit être basée, doit se reposer en fait sur la confiance mutuelle. Et je pense que la formation mutuelle entre les journalistes et les humanitaires devrait être un outil important parce que les journalistes ont le devoir d'informer sans exposer. Autrement dit, les journalistes doivent avoir cette conscience professionnelle de pouvoir informer le public, de pouvoir informer le monde sur les besoins humanitaires, sur les situations humanitaires, mais sans exposer également aussi les personnes qui sont affectées par le conflit. Et de l'autre côté aussi, les humanitaires également devraient avoir la possibilité d'expliquer sans cacher quoi que ce soit. Autrement dit, d'être transparent dans ce qu'ils font en matière de projet, en matière d'intervention, et également aussi mettre les informations à la disposition de ces journalistes-là pour pouvoir aussi les diffuser, les partager, donc les impliquer également pour que, en matière de redevabilité, les communautés et les bailleurs également puissent être informés également aussi de ce que nous faisons. Et donc c'est vraiment une relation, donc pour moi, de complémentarité. Chacun doit jouer son rôle. Alors, Monsieur Diallo, là, c'est véritablement à votre expérience que je fais appel. Est-ce que vous connaissez des cadres qui permettent véritablement de montrer à ces journalistes-là l'importance et la sensibilité de cette communication humanitaire? Est-ce que des organisations créent des cadres pour les former, pour les leur montrer, peut-être même pour leur montrer un glossaire, pour leur donner ces informations-là, pour qu'ils puissent véritablement faire le travail? Aujourd'hui, vous avez OCHA, par exemple, qui est le bureau de coordination des affaires humanitaires dans chaque pays et dispose en fait des plateformes en ligne où on publie régulièrement les différents rapports. On publie même les glossaires, par exemple, dont vous parlez. Donc, les journalistes doivent aller, pour moi, à la recherche donc vraiment de l'information. Il faut aller sur les sites internet parce que vous ne pouvez pas traiter un sujet dont vous n'avez pas la maîtrise. Vous ne pouvez pas traiter un sujet dont vous ignorez complètement les concepts qu'il faut utiliser. Et pour ça, il faut aller vraiment à l'école des humanitaires. Mais je voudrais juste dire tout simplement que c'est extrêmement important aujourd'hui que les journalistes puissent s'intéresser à l'action humanitaire parce que pas seulement à l'actualité d'un pays ou bien à ce qui se passe un peu au sein du pays, mais il est aussi important de se former. Malheureusement, on a peu de journalistes humanitaires en tant que tel, peu de blogueurs humanitaires en tant que tel. Donc, aujourd'hui, mais tout le monde traite des questions humanitaires, sans pour autant donc avoir la maîtrise du sujet, et on se lance et puis on
on produit des articles. Je pense aujourd'hui que on a la possibilité de s'informer, de se former à travers. Il n'y a pas une ONG qui n'a pas un site internet. Si vous voulez faire une recherche sur AMSOD, vous partez sur le site internet d'AMSOD, vous allez voir les actions donc qui sont menées par AMSOD, tout comme les autres organisations. Et comme je l'ai dit, nous avons également aussi des instances de coordination qui expliquent de façon spécifique. Quand on parle de la protection, il y a des terminologies spécifiques qui sont utilisées dans le cadre de la protection, dans le cadre des violences basées sur les genres, dans le cadre du genre en tant que tel. Il y a des terminologies qui sont spécifiques. Ces terminologies, on les retrouve sur le net, on les retrouve sur les pages donc des clusters et des groupes de travail. Et donc, je pense que les journalistes doivent tout simplement, les jeunes qui veulent s'intéresser dans l'humanitaire doivent tout simplement aller à la recherche, à la rencontre donc de ces informations qui ne sont pas cachées. Alors, Monsieur Diallo, ce que vous dites véritablement est très important et on a énormément appris avec vous. Maintenant, si on doit résumer tout ce qui a été dit sur le rôle du langage humanitaire en une phrase, que diriez-vous pour nos auditeurs? Je dirais tout simplement que le langage humanitaire, c'est la première barrière de protection de la dignité. Parler juste, c'est déjà agir. Parler correct, c'est déjà répondre. Et donc, utiliser les bons concepts, utiliser les bons mots, c'est déjà apporter une réponse humanitaire. C'est faire en sorte que les mots ne deviennent jamais des armes, mais surtout des ponts entre les souffrances et la solidarité. En un mot, parler pour protéger. Comme le dit un proverbe africain, celui qui parle avec sagesse allume la lumière dans le cœur. Je vous remercie. Merci énormément, Monsieur Diallo, pour ces éclairages clairs et concrets. Comme toujours, on apprend énormément avec vous et je suis certain que cette émission, comme j'aime le dire, contribuera véritablement à la formation, à l'éducation humanitaire de nos auditeurs. Ce que nous retiendrons aujourd'hui, c'est que le mot juste est un acte humanitaire. Employer le bon vocabulaire, c'est déjà respecter le droit, la dignité et la sécurité des personnes. Merci à toutes et à tous. Merci d'avoir été à l'écoute de votre émission Concept humanitaire sur la radio Humanité et Développement HDFM. Cette émission vous a été présentée par Yehia Bouré et la mise en onde est assurée par Salim Djouara. Concept humanitaire. Comprendre les principes et valeurs pour mieux servir l'humanité, car ils sont des boussoles qui guident l'action et transforment des vies. Concept humanitaire.